Merci Eric, merci à tous les organisateurs de ces journées qui, comme chaque année, sont splendides. Merci de votre participation. Je voulais dire un tout petit mot en introduction. Peut-être certains d'entre vous étaient venus à la Farcotte à Lille il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, on avait fait une leçon au tableau le matin à 4 mains avec Mathias. Et le soir, j'avais fait un concert de piano avec mon professeur de piano. Et je voudrais dédier la leçon d'aujourd'hui avec Mathias à la mémoire d'Alain Rass, mon professeur de piano, qui est décédé il y a quelques mois. Et donc, j'aurais plus le plaisir de faire du 4 mains avec lui. Et c'est à lui que je pense aujourd'hui. Donc, si vous le voulez bien, on va organiser les choses de la manière suivante. Je vais commencer par vous faire quelques dessins, puis je passerai la main à Mathias. L'avantage de travailler à 4 mains, c'est que toute une série de bâtis de dessins qui n'apportent pas beaucoup d'informations pour les anesthésistes qui, eux, attendent les muscles, les fascias, les nerfs, autrement dit l'ostéologie, peut être faite pendant que l'autre explique d'autres choses. C'est l'intérêt de faire la leçon à 4 mains. Donc, il m'a semblé que d'un point de vue chronologique, pour traiter de l'anatomie de l'épaule pour l'anesthésiste, le premier temps chirurgical étant celui de l'incision, on pouvait commencer par mettre en place une vue qui n'est pas coutumière, une vue latérale droite du cou et de la partie supérieure du tronc et du membre supérieur pour montrer les sources d'innervation cutanée de cette région. Donc on va commencer ici dans la région de la base du crâne avec l'écaille de l'occipital. Je vais positionner ici simplement comme repère le bord inférieur de la mandibule et ça va me permettre de mettre en place ici les autres repères osseux, en particulier ici la scapula. Cette scapula va prendre place, bien sûr, vous le verrez, sur le thorax, et elle va se prolonger par la clavicule droite dans ce plan. Je vais pouvoir ensuite cerner les plans cutanés et montrer ainsi comment va se présenter la silhouette ici musculaire, et je vais le faire sans trop insister sur les craies du moignon de l'épaule. Ce moignon de l'épaule est représenté par le muscle deltoïde, et ici on verra bien son insertion sur la lèvre inférieure de l'épine de la scapula, se prolongeant jusqu'au niveau du tiers latéral de la clavicule. Et ceci va pouvoir cerner donc ce moignon de l'épaule que je peux esquisser maintenant et que je peux prolonger ici par la partie haute du bras jusqu'à mi-hauteur. Ce qui va me permettre aussi assez rapidement de montrer le niveau du mamelon et de faire en quelque sorte ce faux profil. Il se trouve que chez les animaux qui n'ont pas de clavicule, eh bien, il y a un muscle qui est tendu de l'os occipital au bras. Et lorsque ces animaux ont une clavicule, eh bien, les fibres musculaires y font leur étape. Et c'est en quelque sorte ce muscle trapèze qui forme une véritable chape trapézo-deltoïdienne que je représente ici. Vous connaissez tous donc cet espace triangulaire entre le muscle sternocléido-mastoïdien, dont je représente ici les insertions sur le tiers médial de la clavicule, puis les insertions sternales. Je ne fais qu'esquisser ici donc ce muscle sternocléido-mastoïdien droit, et de la même façon, je vais esquisser ce dont nous reparlerons dans un instant. Ce sont les scalènes, en écartant un petit peu ici le défilé interscalénique. Voilà pour, j'allais dire, le tableau d'ensemble. Alors, quels sont les nerfs cutanés qui vont nous intéresser
pour les abords, que ce soit les abords d'incision chirurgicale ou alors pour les techniques mini-invasives. Eh bien, on va aller d'avant en arrière. À partir du punctum nervosum que vous connaissez bien, on aura ici l'arborisation des nerfs supraclaviculaires. Ces nerfs supraclaviculaires sont des branches du plexus cervical superficiel et la racine principale, c'est C4, avec donc une arborisation qui va se faire ici vers le moignon de l'épaule et qui descendra sur la cage thoracique jusqu'au troisième espace intercostal. C'est pour vous situer la longueur de ces nerfs. La deuxième source nerveuse va être représentée maintenant par un nerf que vous connaissez bien, qui est une branche du nerf axillaire, C5, C6, qui va être ici le nerf cutané latéral supérieur du bras, qui va émerger ici en surface à partir du bord postérieur du muscle deltoïde et qu'il va assurer l'innervation cutanée donc de ce moignon de l'épaule dans sa partie la plus centrale. Enfin, ce qu'on oublie souvent, ça c'était donc la branche du nerf axillaire qu'on appelle le nerf cutané supérieur, cutané latéral supérieur du bras, avec comme racine principale C5 et C6. Et on oublie souvent un rameau nerveux qui n'est jamais concerné par les blocs plexiques, donc pas par le bis. En effet, les rameaux dorsaux des nerfs spinaux s'échappent en arrière avant même la formation du plexus. Et en particulier, il y aura donc ici une série de nerfs dorsaux qui vont empiéter sur la région scapulaire et en particulier pour les techniques mini-invasives être importantes et éventuellement susciter des douleurs si on ne les prend pas en compte. Et ces nerfs dorsaux, je crois que celui qu'il faut retenir dans votre mémoire, c'est celui du niveau TH2. Voilà pour l'esquisse du plan superficiel. Pour comprendre l'innervation profonde musculaire, articulaire de l'épaule que traitera Mathias, il faudra ici traiter du plexus brachial qui viendra donc servir d'appoint pour cette explication. Je vais commencer par une petite vue antérieure de la partie droite du cou, dans laquelle je vais bâtir ici la colonne vertébrale cervicale jusqu'au niveau de l'orifice supérieur du thorax. J'esquisse d'abord les contours de cette colonne et je vais présenter ici le niveau de la deuxième vertèbre cervicale, ou axis, où on reconnaît ici la dent de l'axis. Je vais représenter les corps vertébraux pour commencer, empiler un peu comme des piles d'assiettes creuses. Ça, c'est le niveau C2, ça, c'est le niveau C3, de C4, ensuite, C5, C6, C7 est déjà une vertèbre de transition. Je vais représenter ici donc cette vertèbre C7 qui ne présente plus les crochets, les surélévations latérales que l'on avait au niveau des vertèbres cervicales moyennes. Et il nous faudra descendre jusqu'au disque intervertébral T2, T3 pour situer l'orifice supérieur du thorax correctement. Et pour positionner en particulier
la limite latérale de l'orifice supérieur du thorax, que je vais mettre en place dans un instant, non sans avoir au préalable présenté ici les processus transverses des vertèbres cervicales, en insistant sur ce repère classique de la prééminence du tubercule antérieur du processus transverse de C6, qui pointe non pas vers l'avant, mais vers le haut. C'était le repère classique des chirurgiens au XIXe siècle qui voulaient repérer l'entrée de l'artère vertébrale dans le foramen transversaire de C6. Vous le savez, en échographie, C7 est unituberculé et c'est ce qui permet de repérer les niveaux lorsqu'on fait des mouvements de balayage. Pour ce qui est donc des vertèbres thoraciques, j'articule la première côte uniquement avec la première vertèbre thoracique. Je vais la faire un petit peu plus large et je vais la faire se prolonger ici par un cartilage qui ordinairement est relativement court et qui va nous amener ici au sternum, non sans avoir ici positionné donc l'articulation pour la clavicule que je ne représenterai pas sur ce dessin. Voilà donc pour le sternum, on est ici au niveau du disque T2, T3. Bien entendu, tous les anesthésistes le savent, c'est le poumon qui se trouve ici au contact des zones où on plante les aiguilles. Et pour mémoire, je vais donc représenter ici le sommet de ce poumon dans une couleur violette, en vous rappelant que les conditions de ponction ne sont pas les mêmes chez un patient éveillé et chez un patient intubé ventilé. L'inversion du régime de pression fait que lorsqu'on insuffle avec une machine, eh bien, le poumon va aller à la rencontre de votre aiguille. Vous devez toujours y penser quand vous pratiquez les gestes sur des patients ventilés. Je mets en place ici rapidement la partie initiale et je l'interromps ici de la deuxième côte parce que je n'en ai pas besoin davantage. Donc nous aurons 3 scalènes suivant la description française. Les anglo-saxons décrivent autrement, donc je vais essayer de vous donner l'équivalence parce que vous pourriez rencontrer dans les littératures anglaises et américaines des divergences et ne plus très bien vous y retrouver. Donc on va dire qu'il y a le scalène antérieur. Ce scalène antérieur, en France, on considère qu'il prend insertion sur les tubercules antérieurs des processus transverses de C3, C4, C5 et C6. On a un scalène moyen, c'est celui qui est le plus étendu, qui va du tubercule unique, ici, de C2, tubercule antérieur de C3, de C4, de C5, de C6, et de C7, c'est celui qui est le plus étendu, et enfin, le scalène postérieur, qui lui est le moins étendu en hauteur, et qui classiquement n'occupe que C4, C5 et C6. Voilà pour la description, en tout cas, la plus classique. Donc ce que je vous propose, maintenant que j'ai détaillé ces insertions, c'est de ne pas rajouter des couches de craie supplémentaires de l'autre côté, mais de simplement montrer la configuration définitive de ce défilé interscalénique. Et pour ça, montrer ici le point d'abutissement du tubercule du muscle scalène antérieur sur la première côte, de montrer ici un sillon qui va livrer passage à la veine subclavière. Je représente ici la clavicule du côté gauche. Je la fais un petit peu plus longue que du côté droit. Là, je vais la couper assez rapidement. Je vais représenter donc le scalène antérieur, tubercule antérieur de C3, C4, C5 et C6, convergeant ici vers cette région du tubercule du muscle scalène antérieur. Le voici. Je vais artificiellement un petit peu écarter maintenant
le scalène antérieur du scalène moyen. Utilisez bien entendu une couleur différente pour le représenter. Processus transverse tubercule unique de C2, tubercule antérieur de C3, de C4, C5, C6 et C7. Et il va aboutir ici, un petit peu plus en arrière, sur la première côte. Je ne mets en place que la partie qui dépasse sur une vue antérieure, comme suit. Enfin, le muscle scalène dorsal ou scalène postérieur, je vais pouvoir le représenter. Et dans la tradition française, on l'isole en tant que scalène postérieur. Pourquoi? Parce que, en raison de ces insertions basses qui se font ici sur la deuxième côte. En fait, les anglo-saxons, souvent, décrivent deux muscles scalènes en confondant le scalène moyen et le scalène postérieur, ce qui est tout à fait compréhensible à la dissection parce qu'il est très difficile de distinguer ces muscles les uns des autres à la dissection, mais en revanche, qui a l'avantage aussi de mieux définir un défilé interscalénique. Dans ce défilé interscalénique, bien entendu, on aura ici une artère que vous connaissez bien, qui est l'artère subclavière. Cette artère subclavière va ici faire suite à l'artère brachiocéphalique, alors qu'à droite, on a une artère subclavière qui naît séparément de l'artère carotide commune. À gauche, pardon, à droite ici, on a une origine commune et cette division à la base du cou. Parmi les collatérales donc de cette artère subclavière, la première qui naît de la face postérieure de l'artère subclavière, c'est l'artère vertébrale, et cette artère vertébrale va monter ici dans le foramen transversaire de C7 et présenter un trajet ascendant jusque à la base du crâne, où elle rejoindra l'artère vertébrale contralatérale pour former l'artère basilaire. Le plexus brachial, comme vous le savez, va occuper l'espace entre le scalène moyen postérieur d'un côté et d'autre côté le scalène ventral ou antérieur, être à la base un petit peu de ce triangle au-dessus de l'artère. Alors à ce niveau-là, on ne voit que finalement la partie toute terminale du plexus que je représenterai comme ceci. Le plexus brachial, on va le décrire dans un instant pour sa systématisation. Sur ce schéma, je voudrais rajouter quelques informations. La première, c'est que le plexus brachial ordinairement commence à C5, mais il y a un nerf qui vient de la racine C4 avec une participation potentielle de C3 et de C5, on y reviendra dans la systématisation, qui est le nerf phrénique. Ce nerf phrénique, donc, qu'on va retrouver ici, va cravater en quelque sorte de dehors en dedans en passant en avant du muscle scalène antérieur. Bien entendu, pour que ce soit visible, je l'ai fait beaucoup plus épais qu'il ne doit être ordinairement, mais il faut bien le rendre visible sur ce dessin. Et ce nerf phrénique, je voudrais insister sur sa proximité avec le plexus brachial et le risque évidemment pour les produits anesthésiques d'aller jusqu'à ce niveau, ce qui chez le personne normale, vous le savez, ne pose pas de problème majeur. En revanche, chez les gens qui d'emblée ont une insuffisance respiratoire, qui sont par exemple sous oxygène, on ne peut pas se permettre le luxe d'immobiliser une coupole diaphragmatique. Le plan veineux
est un plan plus antérieur. Je représente ici la veine subclavière, et là, la veine jugulaire interne. Je vais essayer de mettre suffisamment de matière pour le rendre visible. Voilà, comme ceci. Et nous avons planté le décor, en quelque sorte, de ce plexus brachial dans son ambiance. Le rapport avec le nerf phrénique peut être intéressant de noter, je vais le faire en cartouche ici, qu'il y a de multiples variantes. Alors je vais vous en représenter une seule, pour attirer l'attention sur les variantes et l'intérêt dans les techniques d'anesthésie loco-régionale. Je vais reprendre ici la partie basse du muscle scalène antérieur, jusqu'au niveau de son insertion. Je ne remets plus en place les insertions osseuses. Enfin, je mets le tendon, mais je ne mets plus ici en place la clavicule. Et on aura ici la racine C4, la racine C5, avec un phrénique qui ordinairement vient ici de la racine C4, c'est comme ça que je vous l'ai représenté, mais il peut y avoir ici, dans la partie basse, un rameau qui vient de C5 et qui ne s'est pas joint dans le défilé interscalénique ou dans les scalènes, ce qui nous donne un nerf phrénique accessoire. Je voudrais attirer aussi l'attention sur le fait qu'on est dans la région ici du cou et qu'on peut avoir ici, autour de la veine subclavière, dont je représente simplement ici une petite portion, une anse nerveuse formée par les phréniques qui pourrait ici ne se réunir qu'après le passage autour de la veine subclavière. Si je le signale, ce n'est pas pour les techniques anesthésiques, mais je n'oublie pas en tant qu'anesthésiste qu'on pose des voies veineuses centrales et que même si on les pose sous échographie, eh bien, on ne fait pas toujours attention aux petits filets nerveux qu'éventuellement on ne peut pas voir. Donc on peut avoir des lésions du nerf phrénique occasionnées par des ponctions veineuses subclavières. Rapidement maintenant, je vais revenir sur une systématisation tout à fait traditionnelle du plexus brachial. Cette fois-ci, on n'est plus du tout dans la morphologie. Je vais rappeler donc qu'on est sur une vue antérieure. Avant de quitter tout à fait le dessin précédent, je vais quand même rappeler le tronc sympathique. Au niveau de C2, en noyau d'amande, qui fait environ 3 cm et demi, se trouve le ganglion cervical supérieur. Au niveau de C4, on a le ganglion intermédiaire lorsqu'il existe, et puis ici, le ganglion cervico-thoracique ou ganglion étoilé. Et enfin, ça se prolonge ici par le sympathique thoracique, puis la caténaire se poursuit jusqu'à l'extrémité inférieure du sacrum. Eh bien, si je remets en place ce tronc sympathique, c'est pour vous rappeler, bien entendu, la participation du système nerveux autonome à la constitution du plexus brachial et les conséquences physiologiques. Ce qu'on va retrouver sur le schéma de systématisation dans un instant. Donc je cerne un petit peu pour qu'on le voit mieux, parce que je sais que la couleur que j'ai employée n'est pas très visible. Et donc ici, ordinairement, on a l'artère qui est cravatée, en quelque sorte, par les éléments du ganglion cervico-thoracique qui, ici, viennent cravater cette veine, cette artère, subclavière dans la fossette sus-érétropleurale de Sébillot, que on a traditionnellement apprise. Donc, pour le plexus brachial classique, et là, vous allez retrouver totalement vos connaissances, on va prendre C5, C6, C7, C8, T1, et on va construire le plexus type en sachant évidemment qu'il y a d'énormes variétés
interindividuel, et même à l'intérieur d'un individu, le côté droit et le côté gauche sont très rarement bâtis sur le même modèle. Donc là, on récite son cours, on dit C5, C6 vont converger pour former un tronc supérieur. Voici donc la région des troncs et le tronc supérieur autour duquel je mets un petit anneau. C7, dans un premier temps, va former à elle seule, cette racine, le tronc moyen. C8 et T1 vont converger pour former le tronc inférieur. Puis on a une recombinaison évidemment des troncs en faisceaux, et c'est ce qui explique le terme de plexus. Plexus, c'est un petit peu comme un tissu, un tissage. Et donc les échanges de fibres vont se faire de la façon suivante. On aura dans un premier temps ici la convergence du tronc supérieur et du tronc moyen pour donner la racine latérale du nerf médian qu'on appelle ici le faisceau. On est au niveau donc des faisceaux, le faisceau latéral. Le faisceau médial provient, lui, du tronc inférieur, et ceci va former ici le nerf médian. Donc faisceau latéral, faisceau médial. Dans un instant, je vais mettre en place le faisceau postérieur. Donc les rameaux terminaux de cette partie antérieure, c'est ici le musculocutané, le nerf médian, le nerf ulnaire, le nerf cutané médial de l'avant-bras, le nerf cutané médial du bras. Donc ulnaire, cutané médial de l'avant-bras, cutané médial du bras. Pour la branche de division postérieure, elle passe en arrière de l'artère subclavière, que je ne vais pas représenter dans un premier temps. Je vais me contenter ici de faire partir donc du faisceau supérieur, du tronc supérieur, pardon, du tronc moyen et du tronc inférieur, des fibres qui vont constituer le troisième faisceau ici, qui est le faisceau postérieur. Ce faisceau postérieur va donner principalement le nerf radial. Et là aussi, petite différence entre les anglo-saxons et nous. Nous considérons que le nerf axillaire est une des branches terminales du plexus brachial, alors que les anglo-saxons considèrent que c'est une collatérale et que la terminale, c'est le nerf radial, pour des raisons de calibre des fibres. Voilà. Donc, comme vous l'expliquera Mathias quand il aura détaillé les éléments musculaires, articulaires et leur innervation, on a affaire à différents types de techniques possibles, des anesthésies radiculaires de racines, des anesthésies tronculaires. Et donc, je vais placer sur ce dessin, pour terminer, un certain nombre de collatérales du plexus brachial. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Peut-être celle-là, voilà. Donc, se détachant de la racine C5, on a ici le nerf dorsal de la scapula. C'est une collatérale des racines. La racine C5. Provenant de C5, C6 et C7, on a ici le nerf thoracique long. Donc, dorsal de la scapula, C5, thoracique long, C5, 6, C7. On a ensuite des collatérales des faisceaux. Première collatérale du faisceau supérieur importante pour l'épaule, c'est ici le nerf suprascapulaire. Ce nerf suprascapulaire, ces fibres, puisqu'elles proviennent du faisceau et non plus de la racine, c'est C5, C6.
On a ensuite des collatérales qui vont être importantes pour la région de l'épaule, qui naissent ici du faisceau postérieur. C'est le nerf supérieur du muscle subscapulaire, le nerf thoraco-dorsal et le nerf inférieur du subscapulaire. Donc je vais les écrire ici. Subscapulaire, avec deux branches différentes, la partie supérieure et la partie inférieure, et entre les deux, ici, le nerf thoraco-dorsal. Alors, ces différents nerfs, leur racine principale va venir ici de C5, C6. Ce sont des branches plutôt hautes qui sont concernées par ça. Dernière petite chose que je mets en place au point de vue des collatérales du plexus brachial, je vais montrer ici l'anse des muscles pectoraux, l'anse nerveuse des pectoraux. Alors je vais l'écarter un petit peu pour que ça ne vienne pas bousculer tout le schéma. C'est une anse nerveuse, un rameau communicant entre le faisceau latéral et le faisceau médial, avec ici le nerf pectoral latéral. Ce nerf pectoral latéral, comme il vient du faisceau latéral, il a des fibres qui proviennent de C5, C6 et C7. Et le pectoral médial, lui, recrutera des fibres de C8 et T1. Alors, vous savez que les plexus peuvent être, suivant les individus, préfixés ou post-fixés. Préfixés, c'est classiquement lorsqu'il y a un recrutement ici de fibres de C4. Et post-fixés, c'est quand il y a ici un recrutement de fibres de T2. Je ne représente pas ici le nerf intercosto-brachial. Ceux qui sont venus voir la démonstration hier au laboratoire d'anatomie ont vu un magnifique nerf qui vient communiquer entre le deuxième nerf intercostal et le nerf cutané médial du bras, que je ne représente pas ici parce que ça passe par le deuxième nerf intercostal et que ça brouillerait un petit peu le schéma. Avant de passer la parole à Mathias, j'aimerais que ceux qui ne connaissent pas encore mon petit moyen mnémotechnique le retiennent. Le plexus brachial tel qu'il est représenté là, c'est toujours compliqué de s'en souvenir exactement, surtout au bloc opératoire, avant de faire une technique. En revanche, on peut très bien le schématiser en se disant qu'on regarde en vue latérale droite la racine C5, la racine C6, la racine C7, la racine C8 et la racine T1. Comme on est en vue latérale droite, tout ce qui sera à droite va être de nature... Enfin, tout ce qui sera à gauche, commençons par ça, va être dorsal ou postérieur, si vous préférez, et ce seront plutôt des mouvements de type extension qui seront générés par les influx nerveux des nerfs postérieurs. Tout ce qui est en avant, ce sera plutôt ventral ou antérieur, et ce sera plutôt des mouvements de flexion-pronation. Donc, flexion-pronation, extension, supination pour les choses supérieures. Et là, vous allez voir que le plexus brachial, au lieu d'être un dessin très compliqué, est finalement très simple, parce que vous allez pouvoir faire des choses qui, globalement, seront relativement symétriques. Voilà, le plexus brachial est dessiné. Donc on va reprendre, pour être certain que tout le monde a bien retenu les choses. Commençons par la partie postérieure. La partie postérieure de C5, C6 donne ici le nerf axillaire, mais principalement le nerf radial. La partie antérieure va donner C5, C6, le nerf musculo-cutané, C6, C7 et C8, le nerf médian,
C8 et T1, le nerf ulnaire. Enfin, j'ai mis en pointillé un endroit qui restait possible, non pas des divisions postérieures, mais je les ai mis en pointillé parce que ce sont des nerfs qui n'ont pas de territoire moteur, qui ne sont que des nerfs sensibles, c'est-à-dire le nerf cutané médial de l'avant-bras et le cutané médial du bras. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais passer le micro à Mathias. Je tiens à remercier à la fois les organisateurs et le comité scientifique de me permettre de poursuivre cet exposé sur l'anatomie de l'épaule pour, vous l'aurez compris, les anesthésistes. Alors, je sais bien que l'ostéologie, la myologie, ce sont des choses qui ne nous intéressent pas forcément en tant qu'anesthésistes réanimateurs. Néanmoins, ce sont des éléments essentiels pour mettre en place un certain nombre d'éléments et notamment de comprendre d'où viennent les structures nerveuses. Alors, ce que je vous propose, c'est tout d'abord de détailler ensemble quelques vues, des vues qui seront consacrées à la myologie. Souvenez-vous de cette loi qui explique l'innervation des articulations, la loi de Hilton, que vous connaissez dorénavant du nom de cet anatomiste, chirurgien et médecin rééducateur anglais de la fin du 19e. Alors, commençons par rappeler quelques repères d'ostéologie. Vous aurez compris qu'il s'agit là de la tête de l'humérus avec la forme caractéristique en tiers de sphère, le tubercule majeur, le tubercule mineur et entre deux, un sillon intertuberculaire où viendra se disposer, vous le savez, le tendon du chef-long du muscle biceps brachial. Sur le versant médial, nous allons trouver la scapula avec sa face antérieure, face qui est au contact de la cage thoracique, la cavité glénoïdale qui regarde quelque peu vers l'avant, le processus coracoïde et l'acromion qui prolonge latéralement l'épine. Enfin, un petit morceau de clavicule qui, comme vous le voyez, a été sectionné. Quels sont les muscles de la région? Le premier muscle est un muscle que vous connaissez si vous faites de la chirurgie de l'épaule. C'est un muscle qui est avant tout rotateur médial, qui est aussi adducteur. Il s'agit, vous l'aurez compris, du muscle subclavier qui prend ses insertions sur la face antérieure de la scapula. On parle de muscle subclavier, vous l'aurez compris, parce que chez l'animal, chez le quadrupède, la face antérieure de la scapula correspond à sa face inférieure, muscle subscapulaire, qui, ici, vient s'insérer au niveau de la face antérieure de la scapula. Ce premier muscle est innervé, comme il a été montré par le professeur Drysenko, par les nerfs du même nom, nerf subscapulaire supérieur, nerf subscapulaire moyen, qu'on appelait autrefois aussi nerf thoracodorsal, et bien évidemment le nerf subscapulaire inférieur. Nous y reviendrons dans un instant. Ce premier muscle est un muscle de la coiffe des rotateurs, et parmi les autres muscles de la coiffe des rotateurs, nous en distinguons trois que je vais représenter sur la vue postérieure dans un instant. Mais complétons avant cette vue antérieure avec notamment l'insertion ici du tendon en J, du muscle grand pectoral, je ne représenterai ici que son tendon sectionné, du muscle grand dorsal, latissimus dorsi, et si hier vous étiez au laboratoire d'anatomie, vous aurez vu avec moi que pour venir tendre ce tendon, il convient bien évidemment de mettre le bras en abduction à 90 degrés. Voici donc l'insertion du muscle grand dorsal qui parfois présente ici une insertion au niveau de la partie postérieure de l'angle inférieur de la scapula. Voici ce muscle grand dorsal que je viens bien évidemment, vous l'aurez compris, ne pas représenter en entier du fait de la lourdeur et du fait de ces insertions basses. Vous savez que le muscle latissimus dorsi, grand dorsal, vient se terminer entre autres sur les vertèbres lombaires par le biais du fascia thoracolombaire, et bien évidemment sur la crête iliaque. Autre muscle à représenter, celui-ci est situé
comme ceci. Il s'insère au niveau de la lèvre médiale du sillon intertuberculaire et se dirige vers la scapula pour former ici ce qu'on appelle le muscle grand rond. Grand rond, on trouve encore dans la terminologie internationale le nom de teres qui signifieront major. Dernier muscle qu'il nous faut représenter dans le fond de ce dessin, c'est là un muscle qui s'insère sur le tubercule infraglénoïdal de la scapula. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Il s'agit, vous l'aurez compris, du chef long du muscle triceps brachial. Et je représente ici ce muscle. Et vous voyez qu'ainsi sont dessinés des espaces, 3 en particulier, des espaces axillaires. Ces espaces axillaires sont donc au nombre de 3. En haut, un espace latéral, un espace médial et un petit espace inférieur. Et à travers ces espaces vont passer un certain nombre d'éléments vasculo-nerveux. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, représentons dans l'espace axillaire latéral un nerf que vous connaissez bien, issu du faisceau postérieur, que je représente comme ceci. C'est le nerf axillaire. Ce nerf axillaire est en rapport avec le col chirurgicale de l'humérus, et vous savez que c'est là une zone de fragilité. C'est pour ça que je vous invite systématiquement à vérifier l'intégrité de ce nerf axillaire lors des traumatismes de l'épaule et en particulier des fractures du col ici chirurgical de l'humérus. Deuxième nerf, cette fois-ci un nerf plus gros qui va cheminer en avant du tendon du grand dorsal. C'est un nerf que vous connaissez bien. C'est là le nerf radial qui est accompagné d'une petite artère classiquement comme ceci. À propos d'artère, sachez que le nerf axillaire est en rapport aussi avec les vaisseaux circonflexes de l'humérus. Et si je vous en parle, c'est parce que dans les approches les plus distales, dans les blocs du nerf axillaire, vous savez que cette artère est un repère important car on la voit pulser en échographie. On peut même la voir en couleur si vous y mettez un peu de Doppler. Voici donc pour les nerfs de cette région, nous verrons qu'il en existe d'autres, et en particulier, passant dans ce qu'on appelle l'incisure de la scapula, il existe un nerf qui porte le nom de nerf suprascapulaire. C'est là un nerf important. Cette incisure est classiquement fermée par un petit ligament qui porte le nom de ligament transverse de la scapula. Ligament transverse de la scapula qui parfois peut être ossifié et venir former au lieu d'une incisure un véritable foramen dans lequel le nerf peut parfois se trouver comprimé. Pour les personnes ici présentes qui font de la douleur chronique, c'est là le premier site de compression du nerf suprascapulaire. Nous aurons l'occasion de revoir l'innervation de la capsule articulaire et de comprendre comment ce nerf participe à cette innervation, mais la vue postérieure apportera plus d'informations. Je profite ici pour rappeler le nerf axillaire avec les vaisseaux circonflexes huméraux et la présence ici du nerf radial en avant du tendon du grand dorsal qui là n'est pas tout à fait tendu. Vous aurez compris qu'il faut mettre le bras maintenant en abduction à 90 degrés. Donc espace axillaire latéral, médial et inférieur. Pour votre information, dans l'espace axillaire médial passe une artère, non pas un nerf, c'est l'artère ici circonflexe de la scapula. Sur la vue postérieure, il nous faut là aussi représenter les muscles, et en particulier les autres muscles de la coiffe des rotateurs. Souvenez-vous que cette coiffe des rotateurs possède 4 muscles, et nous n'avons pour l'instant uniquement décrit que le muscle subscapulaire.
Allons-y pour le deuxième de ces muscles, qui est le muscle supraépineux. Ce muscle supraépineux vient s'insérer dans la fosse supraépineuse et se terminer sur l'humérus, au niveau du sommet du tubercule majeur. Vous comprenez donc que ce muscle va participer au mouvement d'abduction de l'épaule. On dit classiquement que c'est le starter de l'abduction, car il vient plaquer la tête de l'humérus au niveau de la cavité glénoïde de la scapula. Ce muscle est innervé par le nerf suprascapulaire qui, je le rappelle, passe ici dans l'incisure, au-dessus de laquelle on va trouver le ligament transverse de la scapula, au-dessus de ce ligament transverse de la scapula, l'artère suprascapulaire, vue ici en coupe. Le nerf suprascapulaire va innerver ce muscle par sa face profonde. C'est là une des premières branches. La deuxième branche de ce nerf va cheminer, et on aura l'occasion de le revoir, vers la capsule articulaire de l'articulation scapulo-humérale. Souvenez-vous que l'épaule est une articulation complexe, c'est une articulation sphéroïde, mais qui au total comprend en fait 5 articulations. L'articulation scapulo-humérale, certes, mais aussi l'articulation acromio-claviculaire, l'articulation sterno-claviculaire et 2 fausses articulations, 2 articulations au sens fonctionnel du terme, l'articulation entre la scapula et la cage thoracique, ce qu'on appelle l'articulation ou cissarcose entre la cage thoracique et la scapula, et une deuxième articulation qui est l'articulation subdeltoïdienne. Mais voilà, dit-il pas que je me mets à parler comme nos amis chirurgiens, et revenons donc à ce qui nous intéresse, l'innervation. Troisième muscle de la région, troisième muscle ici qui prend ses insertions sur la fosse infraépineuse, c'est là le muscle infraépineux, troisième muscle de la coiffe des rotateurs. Voici le muscle infraépineux. Et vous voyez que j'ai utilisé là la même couleur que le supraépineux, simplement pour rappeler que l'innervation de ce muscle infraépineux est commune avec celle du muscle supraépineux. Le muscle infraépineux est un muscle rotateur, rotateur latéral. Il porte donc la tête, la partie antérieure de l'humérus vers le dehors. Voici donc ce muscle infraépineux qui lui aussi est innervé par le nerf suprascapulaire. Voici le passage du nerf suprascapulaire qui passe dans ce que les radiologues appellent cette fois-ci l'incisure de la scapula. Le terme anatomique n'existe pas dans la terminologie internationale. Vous avez donc là, attention pour ceux qui font de la douleur chronique, le deuxième site de compression du nerf suprascapulaire. Il est toujours important, et je ne cesse de le répéter, de préciser les infiltrations et la localisation exacte des infiltrations que l'on réalise en douleur chronique pour pouvoir expliquer parfois un rattrapage du diagnostic lorsqu'il est besoin de le faire. Enchaînons sur le dernier muscle de la coiffe des rotateurs. Il s'agit là du muscle teres minor ou petit rond qui vient s'insérer ici en dessous du muscle infraépineux. Voici donc le muscle petit rond. Et je pourrais à nouveau représenter le muscle grand rond en dessous de celui-ci, s'insérant cette fois-ci non pas à la face postérieure, mais bien à la face antérieure de l'humérus. Et je pourrais là aussi rappeler un certain nombre d'éléments, notamment le muscle grand dorsal. Mais arrêtons-nous là un instant et essayons de représenter cette fois-ci une vue latérale de l'articulation scapulo-humérale, vue latérale où l'on aura enlevé la tête de l'humérus pour voir uniquement ici la cavité glénoïde qui offre à décrire une surface piriforme recouverte de cartilage, et ici
au pourtour, un fibrocartilage qui vient là augmenter la surface articulaire, augmenter la congruence de l'articulation scapulo-humérale. C'est là le labrum acétabulaire. En effet, l'articulation scapulo-humérale, articulation qui présente 3 degrés de liberté, sphéroïde, est la plus mobile du corps humain, mais parce qu'elle est la plus mobile, elle est aussi celle qui présente le plus de luxation. Il existe en effet une relation inversement proportionnelle entre la stabilité et la mobilité. Plus une articulation est mobile, moins elle est stable. Au niveau de cette cavité glénoïde de la scapula, on trouve ainsi un petit tubercule, et c'est maintenant la capsule articulaire qu'il me faut vous représenter. Je vais utiliser un verre clair sur lequel je ne vais pas appuyer beaucoup. Je vais représenter ici, au niveau de cette capsule articulaire, les différentes fibres, et notez comment à la partie inférieure, il existe ici un récessus capsulaire inférieur. Ce récessus capsulaire inférieur a une importance considérable en pathologie de l'épaule. En effet, il explique pourquoi, lorsque l'épaule est mise en abduction, il existe là une possibilité avec une disparition de ce récessus capsulaire inférieur pour la seule et simple raison, alors pardonnez-moi, il faut faire les aplats de couleurs qui sont parfois un peu chronophages, pour la seule et simple raison que ce récessus capsulaire inférieur permet ici l'abduction de l'épaule. Cette capsule articulaire que l'on voit maintenant en vue latérale est renforcée par un certain nombre de ligaments. Mais avant de représenter ceci, il nous faut représenter les reliefs osseux avec notamment la région du pilier de la scapula, le bord médial de la scapula, la région ici de l'acromion, comme ceci, la région du processus coracoïde que nous esquissons comme ceci. Voici donc l'articulation scapulo-humérale ouverte, et je rappellerai en bas ici de ce dessin le tubercule infraglénoïdal sur lequel, souvenez-vous, s'insère le chef-long du muscle triceps brachial que je représente ici dans cette couleur un peu verte. Tendon du chef-long du muscle triceps brachial. Quels sont les éléments ligamentaires, les éléments musculaires de la région? Tout d'abord, s'insérant au niveau du labrum de la cavité glénoïdale, pardonnez-moi, j'ai dit tout à l'heure labrum acétabulaire, labrum de la cavité glénoïdale, évidemment. Voici un tendon qui s'insère sur le tubercule supraglénoïdal, qui a ici un trajet intra-articulaire et que je vais quelque peu récliner vers le haut. Vous l'aurez compris, il s'agit bien évidemment du tendon du chef long du biceps brachial, qui est, comme vous le savez, comme vous vous en souvenez, comme vous le voyez en arthroscopie lorsque le chirurgien introduit la caméra dans la cavité articulaire, ce tendon est en effet intra-articulaire extra-synovial. La capsule articulaire est renforcée par un certain nombre de ligaments qui assurent la stabilité de l'humérus, mais de l'articulation scapulo-humérale, pardonnez-moi. On retrouve le ligament coraco-huméral avec son faisceau supérieur, son faisceau inférieur, les ligaments gléno-huméraux supérieurs, moyens et inférieur qui vient se disposer en 2 faisceaux, cernant ainsi le récessus capsulaire inférieur. Ces ligaments permettent de stabiliser l'articulation scapulo-humérale. Voici ces ligaments. On va essayer de les faire ressortir un tout petit peu.
montrer comment ils viennent renforcer la capsule articulaire et délimiter ici le récessus capsulaire inférieur. Une fois les ligaments mis en place, il nous faut parler des muscles, et notamment des muscles de la coiffe des rotateurs qui vont entourer, comme ceci, l'articulation scapulo-humérale. Représentons tout d'abord dans la partie haute, vous l'aurez compris, un muscle important, le starter de l'abduction. C'est ici le muscle supra-épineux. Muscle supra-épineux que je vais à nouveau délimiter, comme ceci. Il s'agit d'une coupe, je représente donc quelques sarcomères. Représenter en avant le muscle subscapulaire qui se termine, comme je vous l'ai montré, sur le tubercule mineur de l'humérus. Comme ceci. Muscle subscapulaire, rotateur médial, innervé par les nerfs subscapulaires supérieurs, moyens inférieurs. Quand ils existent, il y a là de nombreuses variations anatomiques. Représentons en arrière les autres muscles de la coiffe des rotateurs. Vous l'aurez compris, il s'agit du muscle infra-épineux et du muscle petit rond. Muscle infra-épineux, rotateur latéral, innervé par le nerf suprascapulaire, et le muscle petit rond qui, quant à lui, est innervé par le nerf axillaire, comme il est classique de le décrire. Voici donc la vue latérale de l'articulation scapulo-humérale, sans, vous l'aurez compris, la tête de l'humérus. Alors pourquoi avoir décrit l'ensemble de ces éléments ? Mais globalement, pour l'innervation, et je vais avant ceci représenter, pour fermer ici cette partie-là, le ligament coraco-acromial, acromio-coracoïdien si vous le préférez, qui vient ici fermer cet espace et expliquer pourquoi, lorsqu'il existe des calcifications, cet espace est extrêmement réduit. Parfois, il est nécessaire de libérer cet espace en chirurgie. Mais parlons un tout petit peu d'innervation. En fait, quand on regarde la capsule articulaire de l'épaule, on peut globalement la diviser en différents cadrans. Et c'est là toute l'importance. Ces cadrans, cette innervation articulaire de l'articulation scapulo-humérale a été amplement décrite par les anatomistes allemands au début de ce siècle. On oublie souvent leurs travaux, et notamment par Wilhelm, qui reprend l'innervation articulaire, remise récemment au goût du jour par Tran, dont vous aurez, je n'en doute pas, lu l'article sorti en 2019 dans RAPM. Représentons maintenant ces différents cadrans. Ces différents cadrans comprennent tout d'abord en avant, et il faut bien comprendre que ces cadrans sont tout à fait artificiels. Il existe des recoupements nerveux qui sont parfois difficiles à comprendre. Ce cadran supéro-antérieur, ou antéro-supérieur si vous préférez, tire son innervation essentiellement du nerf pectoral latéral, dont on a parlé à l'instant. Nerf pectoral latéral qui, comme vous le savez, émerge du faisceau latéral du plexus brachial pour notamment donner l'innervation d'une articulation dont nous avons parlé ici, l'articulation acromio-claviculaire. C'est donc bien ce nerf qui vient innerver cette articulation. Il peut y avoir une contribution aussi, parfois, par certains faisceaux, et notamment, je pense, au nerf subscapulaire. Nerf subscapulaire qui, là aussi, contribue à l'innervation de la région. Dans la partie basse, antéro-inférieure,
nous trouverons essentiellement l'innervation par le nerf axillaire. Nerf axillaire. Ce nerf axillaire peut aussi être complété par des branches issues du nerf musculo-cutané. Ce n'est pas systématique, mais aussi par des branches issues du faisceau postérieur, du plexus brachial. Souvenez-vous que le nerf axillaire est une des branches terminales du faisceau postérieur avec le nerf radial. Dans la partie postérieure, nous allons essentiellement trouver, vous l'aurez compris, là aussi le nerf axillaire. Souvenez-vous par ailleurs de l'émergence de sa branche cutanée en arrière du bord postérieur du muscle deltoïde. Enfin, dans le cadran supéro-postérieur, nous allons trouver la contribution principale issue du nerf suprascapulaire. De par l'innervation, vous l'aurez compris avec la loi de Hilton, du muscle supraépineux, du muscle infraépineux. Voici donc comment on peut résumer les choses au niveau de l'épaule. Nous pourrions revenir sur le dessin de la face postérieure pour rappeler qu'il existe un rapport avec le nerf radial et la face postérieure de l'humérus, le nerf radial passant, vous le savez, dans l'espace axillaire inférieur. Nous pourrions rappeler aussi l'émergence ici du nerf axillaire accompagné des vaisseaux circonflexes de l'humérus, comme ceci. Je rappelle d'ailleurs que la branche postérieure, cutanée de ce nerf axillaire va émerger au bord postérieur du muscle deltoïde. Et c'est là un élément important parce que, vous le savez, lorsque vous réalisez des blocs tronculaires du nerf axillaire, il est fréquent de voir les gens placer l'aiguille soit en antérieur, soit en latéral. Privilégier dans la mesure du possible l'abord postérieur, où l'on voit les vaisseaux circonflexes huméraux, du fait, ici, du passage de cette branche cutanée, de ce nerf cutané latéral supérieur du bras. En ce qui concerne les abords du nerf suprascapulaire, vous le savez, il en existe deux. L'abord antérieur. Cet abord antérieur se fait après l'émergence du nerf suprascapulaire du faisceau supérieur, mais il est là en continuité avec le fascia qui entoure le plexus brachial. Il existe donc un risque théorique de parésie phrénique lorsque vous bloquez ce nerf suprascapulaire. Mais vous l'aurez compris, lorsque vous réalisez l'abord postérieur, vous ne réalisez là qu'un bloc d'une seule des branches, ce qui explique la différence d'efficacité entre l'approche antérieure et l'approche postérieure, qui n'est efficace que dans 30% des cas. Alors, poursuivons sur deux derniers dessins pour essayer de mieux comprendre cette innervation articulaire. Et là aussi, nous allons représenter une vue antérieure et une vue postérieure de l'articulation scapulo-humérale et en particulier de sa capsule articulaire. Allons-y et représentons tout d'abord la cavité glénoïde avec son tubercule supérieur, supraglénoïdal, son tubercule inférieur, le bord latéral de la scapula, la région épaissie du pilier de la scapula, le processus coracoïde, l'incisure scapulaire, et je ne ferai pas plus sur ce dessin, étant donné que nous n'en avons pas besoin. La tête de l'humérus, que là aussi je vais représenter très légèrement en abduction, le tubercule majeur, le tubercule du muscle deltoïde, tubercule majeur, tête de l'humérus, tubercule mineur, et entre les deux tubercules, vous le voyez ici, le tendon du chef-long du muscle biceps brachial. Dans la région postérieure, il me faudrait représenter, vous le savez,
l'acromion qui prolonge latéralement l'épine de la scapula. Voici l'acromion, comme ceci, avec la clavicule que nous pourrions à nouveau sectionner. Je poursuis en mettant en place la capsule articulaire de l'articulation scapulo-humérale, comme ceci, avec son récessus inférieur, qui ici est un peu exagéré. Vous savez que l'humérus a été représenté en abduction. En réalité, ce récessus devrait être un peu plus fin. Je viens faire les aplats de couleurs et rappeler aussi que dans la partie supérieure, il existe une autre articulation, là aussi importante en traumatologie, avec notamment les disjonctions acromioclaviculaires. Vous l'aurez compris, il s'agit là de l'articulation acromioclaviculaire. Montrons les nerfs de la région et représentons tout d'abord le nerf suprascapulaire qui vient passer ici dans l'incisure de la scapula, fermée par le ligament transverse de la scapula. Je pourrais par ailleurs représenter une variation anatomique où le nerf suprascapulaire vient ici donner une petite branche pour la partie supérieure de la capsule articulaire. Poursuivons avec la mise en place d'un nerf qui vient du faisceau latéral du plexus brachial. C'est là, ici, le nerf pectoral latéral qui va fournir une branche pour l'innervation de cette articulation acromio-claviculaire. Le nerf axillaire naît du faisceau postérieur que je représente ici, faisceau postérieur. Le nerf axillaire, avant de contourner par sa face postérieure le col chirurgical de l'humérus, va abandonner pour la partie basse de la capsule articulaire des branches sensitives. Le nerf radial poursuit son trajet comme ceci. Il fournit parfois, mais rarement, des branches pour cette articulation, qui reçoit parfois des branches ici du faisceau postérieur, comme j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure. Il me faut représenter, issues toujours du faisceau postérieur, des branches qui nous viennent des nerfs subscapulaires, que je vais représenter d'une autre couleur. Les branches viennent comme ceci, avec les 3 nerfs subscapulaires, parfois donner l'innervation, comme je représente actuellement. Voici donc pour l'innervation de la partie antérieure de la capsule articulaire, qui parfois reçoit aussi, comme j'ai essayé de vous le montrer, des branches issues du nerf musculocutané, mais de façon relativement rare. Représentons maintenant la vue postérieure. Sur cette vue postérieure, le haut sera vers le haut du tableau, la droite vers la droite du tableau. Et il nous faut représenter là aussi la scapula, ou en tout cas une partie de la scapula, avec la cavité glénoïdale, le tubercule infraglénoïdal, le bord latéral de la scapula, représenter la tête de l'humérus, que là aussi nous allons légèrement décaler pour la montrer en abduction. Voici le tubercule glénoïdal, comme ceci, et je viens cerner le dessin pour montrer les différents éléments. Je ne représente pas le cartilage, nous allons tout faire disparaître sous la capsule articulaire, mais je peux en revanche représenter ici le bord supérieur de la scapula, avec le ligament transverse de la scapula, et bien évidemment, il va me falloir représenter l'épine de la scapula, délimitant en haut la fosse supraépineuse, en bas la fosse infraépineuse, et volontairement, je vais venir sectionner à la jonction entre l'épine et l'acromion l'os, afin de montrer les différents éléments et permettre de voir la capsule articulaire
capsule articulaire avec, comme tout à l'heure, son petit récessus inférieur, son récessus capsulaire inférieur qui disparaît lorsque le bras est en abduction, qui permet, lorsque le bras est en abduction, la création d'un récessus capsulaire supérieur, ce qui explique d'ailleurs que dans les capsulites rétractiles de l'épaule, fréquentes en douleur chronique, fréquentes dans la région post-opératoire, vous pouvez avoir ici, par rétraction, une limitation de l'amplitude de l'abduction de l'épaule. Représentons le nerf le plus important pour la partie postérieure, le nerf suprascapulaire, que je représente comme ceci, qui passe, vous le voyez, dans l'incisure de la scapula, avec l'artère au-dessus, qui va passer dans ce que les radiologues appellent l'incisure de la scapula, attention, pas un terme qui devrait exister, avec les branches pour le muscle infra-épineux, la branche pour le muscle supra-épineux, et puis une branche importante qui peut être doublée, qui est la branche articulaire pour la partie postérieure, ici, de la capsule articulaire de l'épaule. Je représente, venant ici au niveau de l'espace axillaire médial, le nerf axillaire qui va fournir une branche ici inférieure, qui va fournir aussi une branche pour le muscle petit rond, qui va fournir, j'en profite d'ailleurs pour la montrer ici, avec un petit carré rouge pour montrer qu'il s'agit là d'une innervation motrice, et une branche ici, cutanée, que je laisse à peine en place pour éviter toute confusion. Voici donc ce qu'on pouvait dire sur l'innervation de l'articulation de l'épaule. Vous l'aurez compris, il faudrait y ajouter évidemment l'innervation osseuse qui dépend, vous l'aurez compris, là aussi du fait de l'innervation musculaire. Innervation issue du nerf suprascapulaire en ce qui concerne la scapula et la partie postérieure de la tête de l'humérus. Le nerf axillaire qui est ici important pour l'innervation de la partie antérieure de la tête de l'humérus. Innervation aussi de la clavicule qui dépend du nerf pectoral latéral ou des nerfs pectoraux latéraux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'anatomie. Venons-en aux applications cliniques et essayons de comprendre ensemble pourquoi les techniques d'anesthésie n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs. En effet, vous l'aurez compris, ces dernières années, vous le savez, se sont développées les techniques d'anesthésie loco-régionale les plus distales possibles, dans un objectif qui est celui de la mobilisation du patient, de sa sortie précoce du service, et de l'objectif qui est celui de l'ARAC que vous connaissez. Ces techniques les plus distales ne permettent pas d'assurer une anesthésie totale de l'épaule, et il est important de le préciser, vous ne réussirez pas à faire une arthroscopie en bloquant simplement le nerf axillaire et le nerf suprascapulaire. Les techniques sont donc à la fois des techniques radiculaires, le bloc interscalénique, mais n'oublions pas que ce bloc est insuffisant. Il faut en plus couvrir les territoires cutanés issus du plexus cervical superficiel, issus aussi de l'innervation des rameaux postérieurs des nerfs spinaux et notamment de T2 pour notamment le trocar postérieur en arthroscopie de l'épaule. Les techniques les plus distales qui ont à viser une épargne diaphragmatique sont incomplètes au niveau de l'analgésie et l'on sait que malheureusement ces techniques ne suffisent parfois pas pour les patients les plus fragiles. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous remercie de votre attention et je remercie encore les organisateurs et le comité scientifique.